De l'autre côté du miroir, par Lewis Carroll, partie 2 du livre audio. 4. Bonnet blanc et blanc bonnet. Ils se tenaient sous un arbre. Chacun d'eux avait un bras passé autour du cou de l'autre. Et Alice put les différencier d'un seul coup d'œil, car l'un avait le mot « bonnet » brodé sur le devant de son col, et l'autre le mot « blanc ». Je suppose que le premier doit avoir blanc sur le derrière de son col, et que le second doit avoir bonnet, se dit-elle. Ils gardaient une immobilité si parfaite qu'elle oublia qu'ils étaient vivants. Elle s'apprêtait à regarder le derrière de leur col pour savoir si elle avait deviné juste, quand elle sursauta en entendant une voix qui venait de celui qui était marqué « bonnet ». « Si tu nous prends pour des figures de cire, déclara-t-il, tu devrais payer pour nous regarder. Les figures de cire n'ont pas été faites pour qu'on les regarde gratis. En aucune façon. » Tout au contraire, ajouta celui qui était marqué blanc. Si tu crois que nous sommes vivants, tu devrais nous parler. Je vous fais toutes mes excuses, dit Alice. Elle fut incapable d'ajouter autre chose, car les paroles de la vieille chanson résonnaient dans sa tête sans arrêt, comme le tic-tac d'une horloge, et elle eut beaucoup de peine à s'empêcher de les réciter à haute voix. Bonnet blanc dit que blanc bonnet lui avait brisé sa crécelle, et bonnet blanc et blanc bonnet dirent « Vidons cette querelle ». Mais un énorme et noir corbeau, juste à côté d'eux, vint s'abattre. Il fit si peur aux deux héros qu'ils oublièrent de se battre. « Je sais à quoi tu es en train de penser, » dit Bonnet blanc. « Mais ce n'est pas vrai, en aucune façon. »« Tout au contraire, » continua Blanc bonnet, « si c'était vrai, cela ne pourrait pas être faux. Et en admettant que ce fût vrai, cela ne serait pas faux. Mais comme ce n'est pas vrai, c'est faux. Voilà de la bonne logique. » « J'étais en train de me demander, » dit Alice très poliment, « quel chemin il faut prendre pour sortir de ce bois, car il commence à se faire tard. Voudriez-vous me l'indiquer, s'il vous plaît ?» Mais les gros petits bonshommes se contentèrent de se regarder en ricanant. Ils ressemblaient tellement à deux grands écoliers qu'Alice ne put s'empêcher de montrer Bonnet blanc du doigt en disant « Commencez, vous, le premier de la rangée. »« En aucune façon !» s'écria vivement Bonnet blanc. Puis il referma la bouche aussitôt avec un bruit sec. « Au suivant !» fit Alice, passant à Blanc bonnet, mais avec la certitude qu'il se contenterait de crier « Tout au contraire !» hein, ce qui ne manqua pas d'arriver. « Tu t'y prends très mal !» s'écria Bonnet blanc. « Quand on fait une visite, on commence par demander comment ça va. Et ensuite, on tend la main. » Là-dessus, les deux frères se serrèrent d'un seul bras l'un contre l'autre et tendirent leurs mains libres à la fillette. Alice ne pouvait se résoudre à prendre d'abord la main de l'un des deux, de peur de froisser l'autre. Pour se tirer d'embarras, elle saisit leurs deux mains en même temps. Et, un instant plus tard, tous les trois étaient en train de danser en rond. Elle se rappela par la suite que cela lui parut tout naturel. Elle ne fut même pas surprise d'entendre de la musique. Cette musique semblait provenir de l'arbre sous lequel ils dansaient, et elle était produite, autant qu'elle put s'en rendre compte, par les branches qui se frottaient l'une contre l'autre, comme un archet frotte les cordes d'un violon. « Mais ce qui m'a semblé vraiment bizarre, » expliqua Alice à sa sœur lorsqu'elle lui raconta ses aventures, « ça a été de me trouver en train de chanter. Nous n'irons plus au bois. Je ne sais pas à quel moment je me suis mise à chanter, mais j'ai eu l'impression de chanter pendant très, très longtemps. » Les deux danseurs étaient gros, et ils furent bientôt essoufflés. « 4 tours suffisent pour une danse, » dit Bonnet blanc, tout haletant. Et ils s'arrêtèrent aussi brusquement qu'ils avaient commencé. La musique s'arrêta en même temps. Alors ils lâchèrent les mains d'Alice et la regardèrent pendant une bonne minute. Il y eut un silence assez gêné, car elle ne savait trop comment entamer la conversation avec des gens avec qui elle venait de danser. « Il n'est guère possible de dire « Comment ça va ?» Maintenant, pensa-t-elle, il me semble que nous n'en sommes plus là. « J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué ?» demanda-t-elle enfin. « En aucune façon, et je te remercie 1000 fois de nous l'avoir demandé, » répondit Bonnet blanc. « Nous te sommes très obligés, » ajouta Blanc bonnet. «
Aimes-tu la poésie ? Oui, assez. Du moins, un certain genre de poésie, dit Alice sans conviction. Voudriez-vous m'indiquer quel chemin il faut prendre pour sortir du bois ? Que vais-je lui réciter ? Demanda Blanc-Bonnet en regardant Bonnet-Blanc avec des grands yeux sérieux, sans faire attention à la question d'Alice. La plus longue poésie que tu connaisses. Le morse et le charpentier, répondit Bonnet-Blanc en serrant affectueusement son frère contre lui. Blanc-Bonnet commença sans plus attendre. Le soleil brillait. À ce moment, Alice se risqua à l'interrompre. « Et si cette poésie est vraiment très longue, dit-elle aussi poliment qu'elle le put, voudriez-vous m'indiquer d'abord quel chemin ?» Blanc-Bonnet sourit doucement et recommença. « Le soleil brillait sur la mer, brillait de toute sa puissance, pour apporter aux flots amers un éclat beaucoup plus intense. Le plus curieux dans tout ceci, c'est qu'on était en plein minuit. La lune, de mauvaise humeur, s'indignait fort contre son frère, qui, vraiment, devrait être ailleurs, lorsque le jour a fui la terre. Il est, disait-elle, grossier de venir ainsi tout gâcher. Les flots étaient mouillés, mouillés, et sèche, sèche était la plage. Nul nuage ne se voyait, car il n'y avait pas de nuages. Nul oiseau ne volait en haut, car il n'y avait pas d'oiseaux. Or, le morse et le charpentier s'en allaient tous deux côte à côte. Ils pleuraient à faire pitié de voir le sable de la côte, en disant « Si on l'enlevait, quel beau spectacle ce serait !» Cette bonne ayant 7 balais, balayant pendant 1 année, suffirait-elle au déblai ? Dit le morse, l'âme troublée. Le charpentier dit « Certes non », et poussa un soupir profond. « Ô huîtres, venez avec nous !» dit le morse d'une voix claire. « Marchons en parlant, l'air est doux, tout le long de la grève amère. Nous n'en voulons que 4, afin de pouvoir leur donner la main. » La plus vieille le regarda, mais elle demeura muette. La plus vieille de l'œil cligna et secoua sa lourde tête, comme pour dire « Mon ami, je ne veux pas quitter mon lit. » 4 autres huîtres, sur le champ, s'apprêtèrent pour cette fête. Veston bien brossé, faux col blanc, chaussures cirées et bien nettes. Et ceci est fort singulier, car elles n'avaient pas de pieds. 4 autres huîtres, aussitôt, les suivirent, et puis 4 autres. Puis d'autres vinrent par troupeaux, à la voix de ce bon apôtre. Toutes, courant et sautillant, sortirent des flots scintillants. Donc, le morse et le charpentier marchèrent devant le cortège, puis s'assirent sur un rocher bien fait pour leur servir de siège, et les huîtres, groupées en rond, fixèrent les 2 compagnons. Le morse dit « C'est le moment de parler de diverses choses, du froid, du chaud, du mal aux dents, de chou-fleur, de roi et de rose. Et si les flots peuvent brûler, et si les porcs savent voler ?» Les huîtres dirent « Attendez, pour parler nous sommes trop lasses. Donnez-nous le temps de souffler, car nous sommes toutes très grasses. »« Je veux bien, dit le charpentier, et huître de remercier. » Le morse dit « Un peu de pain nous sera, je crois, nécessaire. Poivre et bon vinaigre de vin feraient, eux aussi, notre affaire. Ô huîtres, quand vous y serez, nous commencerons à manger. »« Vous n'allez pas nous manger, nous ?» dirent-elles, horrifiées. « Jamais nous n'aurions cru que vous pourriez avoir pareille idée. » Le morse dit « La belle nuit, voyez comme le soleil luit. »« Merci de nous avoir suivis. Oh, mes belles huîtres si fines !» Le charpentier, lui, dit ceci. « Coupe-moi donc une tartine. »« Tu dois être sourd, par ma foi. Je te l'ai déjà dit 2 fois. » Le morse dit « Ah, c'est honteux de les avoir ainsi trompés et de les manger à nous 2 au terme de leur équipée. » Le charpentier, lui, dit ceci. « Passe le beurre par ici. » Le morse dit « Je suis navré. Croyez à mes condoléances. » Sanglotant, il mit de côté les plus grosses de l'assistance, et devant ses yeux ruisselants, il tenait un grand mouchoir blanc. « Ô huîtres, dit le charpentier, le jour à l'horizon s'annonce. Pouvons-nous vous raccompagner ?» Mais il n'eut pas de réponse.
Bien sot qui s'en étonnerait, car plus une huître ne restait. « J'aime mieux le morse, dit Alice, parce que, voyez-vous, lui, au moins, a eu pitié des pauvres huîtres. »« Ça ne l'a pas empêché d'en manger davantage que le charpentier, fit remarquer Blanc-Bonnet. Vois-tu, il tenait son mouchoir devant lui pour que le charpentier ne puisse pas compter combien il en prenait. Tout au contraire. Hein. »« Comme c'est vilain !» s'exclama Alice, indignée. « En ce cas, j'aime mieux le charpentier, puisqu'il en a mangé moins que le morse. »« Mais il a mangé toutes celles qu'il a pu attraper, » fit remarquer Bonnet Blanc. Ceci était fort embarrassant. Après un moment de silence, Alice commença. « Ma foi, l'un et l'autre étaient des personnages bien peu sympathiques. » Ici, elle s'arrêta brusquement, pleine d'alarme, en entendant un bruit qui ressemblait au halètement d'une grosse locomotive dans le bois, tout près d'eux, et qui, elle le craignit, devait être produit par une bête sauvage. « Y a-t-il des lions ou des tigres dans les environs ?» demanda-t-elle timidement. « C'est tout simplement le roi rouge qui ronfle, » répondit Blanc-Bonnet. « Viens le voir !» crièrent les deux frères. Et, prenant Alice chacun par une main, ils la menèrent à l'endroit où le roi dormait. « N'est-il pas adorable ?» demanda Bonnet Blanc. Alice ne pouvait vraiment pas dire qu'elle le trouvait adorable. Il avait un grand bonnet de nuit, rouge, orné d'un gland, et il était tout affalé en une espèce de tas malpropre, ronflant tant qu'il pouvait. Si fort qu'on aurait pu croire que sa tête allait éclater, comme le déclara Bonnet Blanc. « J'ai peur qu'il n'attrape froid à rester couché sur l'herbe humide, » dit Alice, qui était une petite fille très prévenante. « Il est en train de rêver, » déclara Blanc-Bonnet. « Et de quoi crois-tu qu'il rêve ?»« Personne ne peut deviner cela, » répondit Alice. « Mais voyons, il rêve de toi !» s'exclama Blanc-Bonnet en battant des mains d'un air de triomphe. « Et s'il cessait de rêver de toi, où crois-tu que tu serais ?»« Où je suis à présent ? Bien sûr, » dit Alice. « Pas du tout, » répliqua Blanc-Bonnet d'un ton méprisant. « Tu n'es qu'un des éléments de son rêve. »« Si ce roi qu'elle a venait à se réveiller, » ajouta Bonnet Blanc, « tu disparaîtrais. Pfut ! Comme une bougie qui s'éteint. »« C'est faux, » protesta Alice d'un ton indigné. « D'ailleurs, si, moi, je suis un des éléments de son rêve, je voudrais bien savoir ce que vous êtes, vous. »« Idem, » répondit Bonnet Blanc. « Idem, idem, » cria Blanc-Bonnet. Il cria si fort qu'Alice ne put s'empêcher de dire « Chut, vous allez le réveiller si vous faites tant de bruit. »« Voyons, pourquoi parles-tu de le réveiller ?» demanda Blanc-Bonnet. « Puisque tu n'es qu'un des éléments de son rêve. Tu sais très bien que tu n'es pas réel. »« Mais si, je suis réelle, » affirma Alice en se mettant à pleurer. « Tu ne te rendras pas plus réel en pleurant, » fit observer Blanc-Bonnet. « D'ailleurs, il n'y a pas de quoi pleurer. »« Si je n'étais pas réelle, » dit Alice, en riant à travers ses larmes, tellement tout cela lui semblait ridicule, « je serais incapable de pleurer. »« J'espère que tu ne crois pas que ce sont de vraies larmes ?» demanda Blanc-Bonnet avec le plus grand mépris. « Je sais qu'ils disent des bêtises, » pensa Alice, « et je suis stupide de pleurer. » Là-dessus, elle essuya ses larmes et continua aussi gaiement que possible. « En tout cas, je ferais mieux de sortir du bois, car vraiment, il commence à faire très sombre. Croyez-vous qu'il va pleuvoir ?» Bonnet Blanc prit un grand parapluie qu'il ouvrit au-dessus de lui et de son frère, puis il leva les yeux. « Non, je ne crois pas, » dit-il. « Du moins, pas là-dessous, en aucune façon. »« Mais il pourrait pleuvoir à l'extérieur. »« Il peut bien pleuvoir, si ça veut pleuvoir, » déclara Blanc-Bonnet. « Nous n'y voyons aucun inconvénient, tout au contraire. »« Sales égoïstes, » pensa Alice, et elle s'apprêtait à leur dire « bonsoir » et à les laisser là, lorsque Bonnet Blanc bondit dessous le parapluie et la saisit au poignet. « As-tu vu ça ?» demanda-t-il d'une voix que la colère étouffait. Et ses yeux jaunes se dilatèrent brusquement, tandis qu'il montrait d'un doigt tremblant une petite chose blanche sur l'herbe au pied de l'arbre. « Ce n'est qu'une crécelle, » répondit Alice, après avoir examiné soigneusement la petite chose blanche. «
Une vieille crécelle, toute vieille et toute brisée. « J'en étais sûre !» cria Bonnet Blanc en se mettant à trépigner comme un fou et à s'arracher les cheveux. « Elle est brisée, naturellement !» Sur quoi il regarda Blanc-Bonnet qui, immédiatement, s'assit sur le sol en essayant de se cacher derrière le parapluie. Alice le prit par le bras et lui dit d'une voix apaisante. « Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans un état pareil pour une vieille crécelle !»« Mais elle n'est pas vieille !» cria Bonnet Blanc, plus furieux que jamais. « Je te dis qu'elle est neuve. Je l'ai achetée hier. Ma belle crécelle neuve !» Et sa voix monta jusqu'à devenir un cri perçant. Pendant ce temps-là, Blanc-Bonnet faisait tous ses efforts pour refermer le parapluie en se mettant dedans. Ce qui sembla si extraordinaire à Alice qu'elle ne fit plus du tout attention à Bonnet Blanc. Mais Blanc-Bonnet ne put réussir complètement dans son entreprise, et il finit par rouler sur le sol, tout empaqueté dans le parapluie d'où seule sa tête émergeait. Après quoi, il resta là, ouvrant et refermant sa bouche et ses grands yeux, ressemblant plutôt à un poisson qu'à autre chose, pensa Alice. « Naturellement, nous allons vider cette querelle, » déclara Bonnet Blanc d'un ton plus calme. « Je suppose que oui, » répondit l'autre d'une voix maussade, en sortant du parapluie à quatre pattes. « Seulement, il faut qu'elle nous aide à nous habiller. » Là-dessus, les deux frères entrèrent dans le bois, la main dans la main, et revinrent une minute après, les bras chargés de toutes sortes d'objets, tels que traversins, couvertures, carpettes, nappes, couvercles de plats et seaux à charbon. « J'espère que tu sais comment t'y prendre pour poser des épingles et nouer des ficelles, » dit Bonnet Blanc. « Tout ce qui est là, il faut que tu le mettes sur nous, d'une façon ou d'une autre. » Alice raconta par la suite qu'elle n'avait jamais vu personne faire tant d'embarras que les deux frères. Il est impossible d'imaginer à quel point ils s'agitèrent et la quantité de choses qu'ils se mirent sur le dos et le mal qu'ils lui donnèrent en lui faisant nouer des ficelles et boutonner des boutons. Vraiment, lorsqu'ils seront prêts, ils ressembleront tout à fait à deux ballots de vieux habits, pensa-t-elle, en arrangeant un traversin autour du cou de Blanc-Bonnet pour lui éviter d'avoir la tête coupée, prétendait-il. « Vois-tu, ajouta-t-il très sérieusement, c'est une des choses les plus graves qui puissent arriver au cours d'une bataille, avoir la tête coupée. » Alice se mit à rire tout haut, mais elle réussit à transformer son rire en toux, de peur de froisser Blanc-Bonnet. « Est-ce que je suis très pâle ?» demanda Bonnet Blanc en s'approchant d'elle pour qu'elle lui mît son casque. Il appelait cela un casque, mais cela ressemblait beaucoup plus à une casserole. « Ma foi, oui, un tout petit peu, » répondit Alice doucement. « En général, je suis très courageux, » continua-t-il à voix basse. « Mais aujourd'hui, il se trouve que j'ai mal à la tête. »« Et moi, j'ai mal aux dents !» s'exclama Blanc-Bonnet qui avait entendu cette réflexion. « Je suis en bien plus mauvais état que toi. »« En ce cas, vous feriez mieux de ne pas vous battre aujourd'hui, » fit observer Alice, qui pensait que c'était une bonne occasion de faire la paix. « Il faut absolument que nous nous battions un peu. Mais je ne tiens pas à ce que ça dure longtemps, » déclara Bonnet Blanc. « Quelle heure est-il ?»« 4h30. »« Battons-nous jusqu'à 6h. Ensuite, nous irons dîner, » proposa Bonnet Blanc. « Parfait, » dit l'autre assez tristement. « Et elle pourra nous regarder faire. » « Mais il vaudra mieux ne pas trop t'approcher, » ajouta-t-il. « En général, je frappe sur tout ce que je vois, lorsque je suis très échauffé. »« Et moi, je frappe sur tout ce qui est à ma portée, » s'écria Bonnet Blanc, « même ce que je ne vois pas. » Alice se mit à rire. « Je suppose que vous devez frapper sur les arbres assez souvent, » dit-elle. Bonnet Blanc regarda tout autour de lui en souriant de satisfaction. « Je crois bien, » déclara-t-il, « que pas un seul arbre ne restera debout lorsque nous aurons fini. »« Et tout ça pour une crécelle !» s'exclama Alice, qui espérait encore leur faire un peu honte de se battre pour une pareille bagatelle. « Ça m'aurait été égal, » dit Bonnet Blanc, « si elle n'avait pas été neuve. »« Je voudrais bien que l'énorme corbeau arrive, » pensa Alice. « Il n'y a qu'une épée, » dit Bonnet Blanc à son frère, « mais tu peux prendre le parapluie. Il est aussi pointu. Dépêchons-nous de commencer. Il fait de plus en plus sombre. »« Et encore plus sombre que ça, » ajouta Blanc-Bonnet. L'obscurité tombait si rapidement qu'Alice crut qu'un orage se préparait. «
Quel gros nuage noir s'exclama-t-elle. Et comme il va vite. Ma parole, je crois vraiment qu'il a des ailes. C'est le corbeau cria Bonnet Blanc d'une voix aiguë et terrifiée. Là-dessus, les deux frères prirent leurs jambes à leur cou et disparurent en un moment. Alice s'enfonça un peu dans le bois, puis elle s'arrêta sous un grand arbre. « Jamais il ne pourra m'atteindre ici, » pensa-t-elle. « Il est beaucoup trop gros pour se glisser entre les arbres. Mais je voudrais bien qu'il ne batte pas des ailes si violemment. Ça fait comme un véritable ouragan dans le bois. Tiens, voici le châle de quelqu'un qui a été emporté par le vent. » 5. Laine et eau. Alice attrapa le châle et chercha du regard sa propriétaire. Un instant plus tard, la reine blanche arrivait dans le bois, courant comme une folle, les deux bras étendus comme si elle volait. Alice, très poliment, alla à sa rencontre pour lui rendre son bien. « Je suis très heureuse de m'être trouvée là au bon moment, » dit la fillette, en l'aidant à remettre son châle. La reine blanche se contenta de la regarder d'un air effrayé et désemparé, tout en se répétant à voix basse quelque chose qui ressemblait à « tartine de beurre, tartine de beurre ». Alice comprit alors qu'elle devait se charger d'entamer la conversation. Mais elle ne savait pas comment il fallait s'adresser à une reine. Elle finit par dire, assez timidement, « C'est bien à la reine blanche que j'ai l'honneur de parler. Votre Majesté voudra-t-elle supporter mon habillage ?»« Mais je n'ai pas besoin de ton habillage, » répondit la reine. « Je ne vois pas pourquoi je le supporterais. » Jugeant qu'il serait maladroit de commencer l'entretien par une discussion, Alice se contenta de sourire et poursuivit. « Si votre Majesté veut bien m'indiquer comment je dois m'y prendre, je le ferai de mon mieux. »« Mais je ne veux pas du tout qu'on le fasse, » gémit la pauvre reine. « J'ai déjà consacré 2 heures entières à mon habillage. » Alice pensa que la reine aurait beaucoup gagné à se faire habiller par quelqu'un d'autre, tellement elle était mal fagotée. « Tout est complètement de travers, » se dit-elle, « et elle est bardée d'épingles. »« Puis-je vous remettre votre châle d'aplomb ?» ajouta-t-elle à voix haute. « Je me demande ce qu'il peut bien avoir, » s'exclama la reine d'une voix mélancolique. « Je crois qu'il est de mauvaise humeur. Je l'ai épinglé ici et je l'ai épinglé là, mais il n'y a pas moyen de le satisfaire. »« Il est impossible qu'il soit d'aplomb, si vous l'épinglez d'un seul côté, » fit observer Alice en lui arrangeant doucement son châle. « Eh, Seigneur, dans quel état sont vos cheveux ?»« La brosse à cheveux s'est emmêlée dedans, » dit la reine en poussant un profond soupir. « Et j'ai perdu mon peigne hier. » Alice dégagea la brosse avec précaution, puis fit de son mieux pour arranger les cheveux. « Allons, vous avez meilleure allure à présent, » dit-elle, après avoir changé de place presque toutes les épingles. « Mais vraiment, vous devriez prendre une femme de chambre. »« Je te prendrai certainement avec le plus grand plaisir, » déclara la reine. « 5 sous par semaine et de la confiture tous les 2 jours. » Alice ne put s'empêcher de rire et répondit. « Je ne veux pas entrer à votre service et je n'aime pas beaucoup la confiture. »« C'est de la très bonne confiture, » insista la reine. « En tout cas, je n'en veux pas aujourd'hui. »« Tu n'en aurais pas, même si tu en voulais. La règle est la suivante. Confiture demain et confiture hier. Mais jamais de confiture aujourd'hui. Ça doit bien finir par arriver à confiture aujourd'hui. Non, jamais. C'est confiture tous les 2 jours. Or, aujourd'hui, c'est un jour. Ce n'est pas 2 jours. Je ne vous comprends pas. Tout cela m'embrouille les idées. C'est toujours ainsi lorsqu'on vit à reculons, fit observer la reine d'un ton bienveillant. Au début, cela vous fait tourner la tête. Lorsqu'on vit à reculons, répéta Alice stupéfaite. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Mais cela présente un grand avantage. La mémoire opère dans les 2 sens. Je suis certaine que ma mémoire à moi n'opère que dans un seul sens, affirma Alice. Je suis incapable de me rappeler les choses avant qu'elles n'arrivent. Une mémoire qui n'opère que dans le passé n'a rien de bien fameux, déclara la reine. Et vous, quelles choses vous rappelez-vous le mieux ? Osa demander Alice. Oh, des choses qui se sont passées dans 15 jours, répondit la reine d'un ton négligent.
Par exemple, en ce moment-ci, continua-t-elle en collant un grand morceau de taffetas anglais sur son doigt tout en parlant, il y a l'affaire du messager du roi. Il se trouve actuellement en prison parce qu'il est puni. Or, le procès ne commencera pas avant mercredi prochain, et naturellement, il commettra son crime après tout le reste. Et s'il ne commettait jamais son crime ? Demanda Alice. Alors tout serait pour le mieux, n'est-ce pas ? Répondit la reine en fixant le taffetas anglais autour de son doigt avec un bout de ruban. Alice sentit qu'il était impossible de nier cela. Bien sûr, ça n'en irait que mieux, dit-elle, mais ce qui n'irait pas mieux, c'est qu'il soit puni. Là, tu te trompes complètement. As-tu jamais été puni ? Oui, mais uniquement pour des fautes que j'avais commises. Et je sais que tu ne t'en trouvais que mieux, affirma la reine d'un ton de triomphe. Oui, mais j'avais vraiment fait les choses pour lesquelles j'étais punie. C'est complètement différent. Mais si tu ne les avais pas eues faites, ça aurait été encore bien mieux, bien mieux, bien mieux, bien mieux. Sa voix monta à chaque bien mieux, jusqu'à ne plus être qu'un cri perçant. Alice venait de commencer à dire « Il y a une erreur quelque part », lorsque la reine se mit à hurler si fort qu'elle ne put achever sa phrase. « Oh 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 » cria-t-elle en secouant la main comme si elle avait voulu la détacher de son bras. « Mon doigt saigne ! Oh 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 » Ces cris ressemblaient si exactement au sifflet d'une locomotive qu'Alice dut se boucher les 2 oreilles. « Mais qu'avez-vous donc » demanda-t-elle, dès qu'elle put trouver l'occasion de se faire entendre. « Vous êtes-vous piqué le doigt ?»« Je ne me le suis pas encore piqué, » répondit la reine, « mais je vais me le piquer bientôt. Oh 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 !»« Quand cela va-t-il vous arriver ?» demanda Alice, qui avait grande envie de rire. « Quand je fixerai de nouveau mon châle avec ma broche, » gémit la pauvre reine. « La broche s'ouvrira immédiatement. Oh oh !» Comme elle disait ces mots, la broche s'ouvrit brusquement et la reine la saisit d'un geste frénétique pour essayer de la refermer. « Faites attention !» cria Alice. « Vous la tenez tout de travers !» Elle saisit la broche à son tour, mais il était trop tard. L'épingle avait glissé et la reine s'était piqué le doigt. « Vois-tu, cela explique pourquoi je saignais tout à l'heure, » dit-elle à Alice en souriant. « Maintenant, tu comprendras comment les choses se passent ici. »« Mais pourquoi ne criez-vous pas ?» demanda Alice, tout en s'apprêtant à se boucher les oreilles de ses mains une 2e fois. « Voyons, j'ai déjà poussé tous les cris que j'avais à pousser, » répondit la reine. « À quoi cela servirait-il de tout recommencer ?» À présent, il faisait jour de nouveau. « Je suppose que le corbeau a dû s'envoler, » dit Alice. « Je suis si contente qu'il soit parti. Quand il est arrivé, j'ai cru que c'était la nuit qui tombait. »« Comme je voudrais pouvoir être contente !» s'exclama la reine. « Seulement, voilà, je ne peux pas me rappeler la règle qu'il faut appliquer. Tu dois être très heureuse de vivre dans ce bois et d'être contente chaque fois que ça te plaît. »« Malheureusement, je me sens si seule ici, » déclara Alice d'un ton mélancolique. Et, à l'idée de sa solitude, 2 grosses larmes roulèrent sur ses joues. « Oh, je t'en supplie, arrête !» s'écria la pauvre reine en se tordant les mains de désespoir. « Pense que tu es une grande fille. Pense au chemin que tu as parcouru aujourd'hui. Pense à l'heure qu'il est. Pense à n'importe quoi. Mais ne pleure pas. » En entendant cela, Alice ne put s'empêcher de rire à travers ses larmes. « Êtes-vous capable de vous empêcher de pleurer en pensant à certaines choses ?» demanda-t-elle. « Mais bien sûr, c'est ainsi qu'il faut s'y prendre, » répondit la reine d'un ton péremptoire. « Vois-tu, personne ne peut faire 2 choses à la fois. D'abord, pensons à ton âge. Quel âge as-tu ?»« J'ai 7 ans. En vrai, j'ai 7 ans et demi. » « Inutile de dire « en vrai ». Je te crois. Et maintenant, voici ce que tu dois croire, toi. J'ai exactement 101 ans, 5 mois et 1 jour. »« Je ne peux pas croire cela, » s'exclama Alice. « Vraiment ?» dit la reine d'un ton de pitié. « Essaie de nouveau. Respire profondément et ferme les yeux. » Alice se mit à rire. « Inutile d'essayer, » répondit-elle. « On ne peut pas croire des choses impossibles. »« Je suppose que tu manques d'entraînement. Quand j'avais ton âge, je m'exerçais à cela 1 demi-heure par jour. Il m'est arrivé quelquefois de croire jusqu'à 6 choses impossibles avant le petit déjeuner. Voilà mon châle qui s'en va de nouveau. » La broche s'étant défaite pendant que la reine parlait, un coup de vent soudain avait emporté son châle de l'autre côté d'un petit ruisseau.
Elle étendit de nouveau les bras et, cette fois, elle réussit à l'attraper toute seule. « Je l'ai !» s'écria-t-elle d'un ton triomphant. « Maintenant, je vais l'épingler moi-même, tu vas voir. » « En ce cas, je suppose que votre doigt va mieux, » dit Alice très poliment, en traversant le petit ruisseau pour la rejoindre. « Oh, beaucoup mieux, ma belle !» cria la reine, dont la voix se fit de plus en plus aiguë à mesure qu'elle continuait. « Beaucoup mieux, ma belle, belle, bé !» Ce dernier mot fut un long bêlement qui ressemblait tellement à celui d'un mouton qu'Alice sursauta. Elle regarda la reine qui lui sembla s'être brusquement enveloppée de laine. Alice se frotta les yeux, puis regarda de nouveau, sans arriver à comprendre le moins du monde ce qui s'était passé. Était-elle dans une boutique ? Et était-ce vraiment une brebis qui se trouvait assise derrière le comptoir ? Elle eut beau se frotter les yeux, elle ne put rien voir d'autre. Elle était bel et bien dans une petite boutique sombre, les coudes sur le comptoir, et, en face d'elle, il y avait bel et bien une vieille brebis en train de tricoter, assise dans un fauteuil, qui s'interrompait de temps à autre pour regarder Alice derrière une paire de grosses lunettes. « Que désires-tu acheter ?» demanda enfin la brebis, en levant les yeux de sur son tricot. « Je ne suis pas tout à fait décidée, » répondit Alice très doucement. « J'aimerais bien, si je le pouvais, regarder d'abord tout autour de moi. » « Tu peux regarder devant toi, et à ta droite, et à ta gauche, si tu veux, mais tu ne peux pas regarder tout autour de toi, à moins que tu n'aies des yeux derrière la tête. » Or, il se trouvait qu'Alice n'avait pas d'yeux derrière la tête. Aussi se contenta-t-elle de faire demi-tour et d'examiner les rayons à mesure qu'elle en approchait. La boutique semblait pleine de toutes sortes de choses curieuses, mais ce qu'il y avait de plus bizarre, c'est que chaque fois qu'elle regardait fixement un rayon pour bien voir ce qui se trouvait dessus, ce même rayon était complètement vide, alors que tous les autres étaient pleins à craquer. « Les choses courent vraiment bien vite ici, » dit-elle, enfin d'un ton plaintif, après avoir passé plus d'une minute à poursuivre en vain un gros objet brillant qui ressemblait tantôt à une poupée, tantôt à une boîte à ouvrage, et qui se trouvait toujours sur le rayon juste au-dessus de celui qu'elle était en train de regarder. Et celle-ci est la plus exaspérante de toutes. « Mais voici ce que je vais faire, » ajouta-t-elle, tandis qu'une idée lui venait brusquement à l'esprit. « Je vais la suivre jusqu'au dernier rayon. Je suppose qu'elle sera très embarrassée pour passer à travers le plafond. » Ce projet échoua, lui aussi. La chose traversa le plafond le plus aisément du monde, comme si elle avait une grande habitude de cet exercice. « Es-tu une enfant ou un toton ?» demanda la brebis en prenant une autre paire d'aiguilles. « Tu vas finir par me donner le vertige si tu continues à tourner ainsi. » Elle travaillait à présent avec 14 paires d'aiguilles à la fois, et Alice ne put s'empêcher de la regarder d'un air stupéfait. « Comment diable peut-elle tricoter avec tant d'aiguilles ?» pensa la fillette tout intriguée. Plus elle va, plus elle ressemble à un porc-épic. « Sais-tu ramer ?» demanda la brebis en lui tendant une paire d'aiguilles. « Oui, un peu, mais pas sur le sol, et pas avec des aiguilles, » commença Alice. Mais voilà que, brusquement, les aiguilles se transformèrent en rames dans ses mains, et elle s'aperçut que la brebis et elle se trouvaient dans une petite barque en train de glisser entre deux rives, de sorte que tout ce qu'elle put faire, ce fut de ramer de son mieux. « Plume !» cria la brebis en prenant une autre paire d'aiguilles. Cette exclamation ne semblant pas appeler une réponse, Alice garda le silence et continua à souquer ferme. Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose de très bizarre dans l'eau, car, de temps à autre, les rames s'y coinçaient solidement et c'est tout juste si elle pouvait parvenir à les dégager. « Plume ! Plume !» cria de nouveau la brebis en prenant d'autres aiguilles. « Tu ne vas pas tarder à attraper un crabe. »« Un amour de petit crabe, » pensa Alice. « Comme j'aimerais ça. »« Ne m'as-tu pas entendu dire « plume » cria la brebis d'une voix furieuse en prenant tout un paquet d'aiguilles. « Si fait, » répliqua Alice. « Vous l'avez dit très souvent et très fort. S'il vous plaît, où donc sont les crabes ?»« Dans l'eau, naturellement, » répondit la brebis en s'enfonçant quelques aiguilles dans les cheveux, car elle avait les mains trop pleines.
Plume, encore une fois. Mais pourquoi dites-vous plume si souvent demanda Alice un peu contrariée. Je ne suis pas un oiseau. Si fait, rétorqua la brebis. Tu es une petite oie. Cela ne manqua pas de blesser Alice, et pendant 1 ou 2 minutes, la conversation s'arrêta, tandis que la barque continuait à glisser doucement, parfois au milieu d'herbes aquatiques, et alors les rames se coinçaient dans l'eau plus que jamais. Parfois encore sous des arbres, mais toujours entre 2 hautes rives sourcilleuses qui se dressaient au-dessus des passagères. « Oh, je vous en prie, il y a des joncs fleuris !» s'écria Alice dans un brusque transport de joie. « C'est bien vrai, ils sont absolument magnifiques !»« Inutile de me dire « je vous en prie !» à moi, à propos de ces joncs, dit la brebis, sans lever les yeux de sur son tricot. « Ce n'est pas moi qui les ai mis là, et ce n'est pas moi qui vais les enlever. »« Non, bien sûr. Mais je voulais dire, je vous en prie, est-ce qu'on peut attendre un moment pour que j'en cueille quelques-uns ? Est-ce que ça vous serait égal d'arrêter la barque pendant 1 minute ? » « Comment veux-tu que je l'arrête, moi ? Tu n'as qu'à cesser de ramer. Elle s'arrêtera toute seule. » Alice laissa la barque dériver au fil de l'eau jusqu'à ce qu'elle vînt glisser tout doucement au milieu des joncs qui se balançaient au souffle de la brise. Alors, les petites manches furent soigneusement roulées et remontées, les petits bras plongèrent dans l'eau jusqu'au coude pour saisir les joncs aussi bas que possible avant d'en briser la tige. Et, pendant un bon moment, Alice oublia complètement la brebis et son tricot, tandis qu'elle se penchait par-dessus le bord de la barque, le bout de ses cheveux emmêlés trempant dans l'eau, les yeux brillants de convoitise, et qu'elle cueillait à poignées les adorables joncs fleuris. « J'espère simplement que la barque ne va pas chavirer, » se dit-elle. « Oh, celui-là, comme il est beau ! Malheureusement, je n'ai pas pu l'attraper. » Et c'était une chose vraiment contrariante. On croirait que c'est fait exprès, pensa-t-elle, de voir que, et si elle arrivait à cueillir des quantités de joncs magnifiques, il y en avait toujours un plus beau que tous les autres qu'elle ne pouvait atteindre. « Les plus jolis sont toujours trop loin de moi, » finit-elle par dire avec un soupir de regret, en voyant que les joncs s'entêtaient à pousser si loin. Puis, les joues toutes rouges, les cheveux et les mains dégouttant d'eau, elle se rassit à sa place et se mit à arranger les trésors qu'elle venait de trouver. Les joncs avaient commencé à se faner, à perdre leur parfum et leur beauté au moment même où elle les avait cueillis, mais elle ne s'en soucia pas le moins du monde. Voyez-vous, même des vrais joncs ne durent que très peu de temps, et ceux-ci, étant des joncs de rêve, se fanaient aussi vite que la neige fond au soleil, entassés aux pieds d'Alice. Mais c'est tout juste si elle s'en aperçut, car elle avait à réfléchir à beaucoup d'autres choses fort curieuses. La barque n'était pas allée très loin lorsque la pale d'une des rames se coinça dans l'eau et refusa d'en sortir. C'est ainsi qu'Alice expliqua l'incident par la suite. Puis, la poignée de la rame la frappa sous le menton et, malgré une série de petits cris que la pauvre enfant se mit à pousser, elle fut balayée de sur son siège et tomba de tout son long sur le tas de joncs. Elle ne se fit pas le moindre mal et se releva presque aussitôt. Pendant tout ce temps-là, la brebis avait continué à tricoter, exactement comme si rien ne s'était passé. « Tu avais attrapé un bien joli crabe tout à l'heure, » dit-elle, tandis qu'Alice se rasseyait à sa place, fort soulagée de se trouver encore dans la barque. « Vraiment ? Je ne l'ai pas vu, » répondit la fillette en regardant prudemment l'eau sombre de la rivière. « Je regrette qu'il soit parti. J'aimerais tellement rapporter un petit crabe à la maison. » Mais la brebis se contenta de rire avec mépris, tout en continuant de tricoter. « Y a-t-il beaucoup de crabes par ici ? » demanda Alice. « Il y a des crabes et toutes sortes de choses, » répondit la brebis. « Tu n'as que l'embarras du choix, mais il faudrait te décider. Voyons, que veux-tu acheter ? » « Acheter ? » répéta Alice d'un ton à la fois surpris et effrayé, car les rames, la barque et la rivière avaient disparu en un instant, et elle se trouvait de nouveau dans la petite boutique sombre. « S'il vous plaît, je voudrais bien acheter un œuf, » reprit-elle timidement. « Combien les vendez-vous ? » « 10 sous pièce et 4 sous les 2, » répondit la brebis. « En ce cas, 2 œufs coûtent moins cher qu'un seul ?
demanda Alice d'un ton étonné en prenant son porte-monnaie. « Oui, mais si tu en achètes 2, tu es obligé de les manger tous les 2, répondit la brebis. « Alors, je n'en prendrai qu'un, s'il vous plaît, dit Alice en posant l'argent sur le comptoir. Après tout, peut-être qu'ils ne sont pas tous très frais. La brebis ramassa l'argent et le rangea dans une boîte. Puis elle déclara « Je ne mets jamais les choses dans les mains des gens. Ça ne serait pas à faire. Il faut que tu prennes l'œuf toi-même. » Sur ces mots, elle alla au fond de la boutique et mit l'œuf tout droit sur l'un des rayons. « Je me demande pourquoi ça ne serait pas à faire, » pensa Alice, en se frayant un chemin à tâtons parmi les tables et les chaises, car le fond de la boutique était très sombre. À mesure que j'avance vers l'œuf, on dirait qu'il s'éloigne. Voyons, est-ce bien une chaise ? Mais, ma parole, elle a des branches. Comme c'est bizarre de trouver des arbres ici. Et il y a bel et bien un petit ruisseau. Vraiment, c'est la boutique la plus extraordinaire que j'ai jamais vue de ma vie. Elle continua d'avancer, de plus en plus surprise à chaque pas, car tous les objets devenaient des arbres lorsqu'elle arrivait à leur hauteur, et elle était sûre que l'œuf allait en faire autant. 6. Le gros coco. Mais l'œuf se contenta de grossir et de prendre de plus en plus figure humaine. Lorsqu'Alice fut arrivée à quelques mètres de lui, elle vit qu'il avait des yeux, un nez et une bouche. Et lorsqu'elle fut tout près de lui, elle comprit que c'était le gros coco en personne. « Il est impossible que ce soit quelqu'un d'autre, » pensa-t-elle. « J'en suis aussi sûre que si son nom était écrit sur son visage. On aurait pu facilement l'écrire 100 fois sur cette énorme figure. » Le gros coco était assis, les jambes croisées, à la turque, sur le faîte d'un mur très haut, si étroit qu'Alice se demanda comment il pouvait garder son équilibre. Comme il avait les yeux obstinément fixés dans la direction opposée et comme il ne faisait pas la moindre attention à la fillette, elle pensa qu'il devait être empaillé. « Comme il ressemble exactement à un œuf, » dit-elle à haute voix tout en tendant les mains pour l'attraper, car elle s'attendait à le voir tomber d'un moment à l'autre. « C'est vraiment contrariant, » déclara le gros coco après un long silence, toujours sans regarder Alice. « D'être traité d'œuf. Extrêmement contrariant. »« J'ai dit que vous ressembliez à un œuf, monsieur, » expliqua Alice très gentiment. « Et il y a des œufs qui sont fort jolis, » ajouta-t-elle dans l'espoir de transformer sa remarque en un espèce de compliment. « Il y a des gens, » poursuivit le gros coco en continuant à ne pas la regarder, « qui n'ont pas plus de bon sens qu'un nourrisson. » Alice ne sut que répondre. Elle trouvait que ceci ne ressemblait pas du tout à une conversation, étant donné qu'il ne lui disait jamais rien directement. En fait, sa dernière remarque s'adressait de toute évidence à un arbre. Elle resta donc sans bouger et se récita à voix basse les vers suivants. Le gros coco était assis dessus un mur. Le gros coco tomba de haut sur le sol dur. Tous les chevaux du roi, tous les soldats du roi n'ont pu relever le gros coco et le remettre droit. Le dernier vers est trop long par rapport aux autres, ajouta-t-elle presque à haute voix en oubliant que le gros coco allait l'entendre. Ne reste pas là à jacasser toute seule, dit le gros coco en la regardant pour la première fois. Mais apprends-moi ton nom et ce que tu viens faire ici. Mon nom est Alice, mais... En voilà un nom stupide, déclara le gros coco d'un ton impatienté. Que veut-il dire ? Est-ce qu'il faut vraiment qu'un nom veuille dire quelque chose ? Demanda Alice d'un ton de doute. Naturellement, répondit le gros coco avec un rire bref. Mon nom, à moi, veut dire quelque chose. Il indique la forme que j'ai, et c'est une très belle forme, d'ailleurs. Mais toi, avec un nom comme le tien, tu pourrais avoir presque n'importe quelle forme. Pourquoi restez-vous assis tout seul sur ce mur ? Demanda Alice, qui ne voulait pas entamer une discussion. Mais voyons, parce qu'il n'y a personne avec moi, s'écria le gros coco. Croyais-tu que j'ignorais la réponse à cette question ? Demande-moi autre chose. Ne croyez-vous pas que vous seriez plus en sécurité sur le sol, continua Alice, non pas dans l'intention de poser une devinette, mais simplement parce qu'elle avait bon cœur et qu'elle s'inquiétait au sujet de la bizarre créature.
Ce mur est étroit. Tu poses des devinettes d'une facilité extraordinaire, grogna le gros coco. Bien sûr que je ne le crois pas. Voyons, si jamais je venais à tomber du haut de ce mur, ce qui est tout à fait improbable, mais enfin, en admettant que j'en tombe. À ce moment, il se pinça les lèvres et prit un air si grave et si majestueux qu'Alice eut beaucoup de mal à s'empêcher de rire. En admettant que j'en tombe, continua-t-il, le roi m'a promis. Ah, tu peux pas lire si tu veux. Tu ne te doutais pas que j'allais dire cela, n'est-ce pas? Le roi m'a promis, de sa propre bouche, d'envoyer tous ses chevaux et tous ses soldats, interrompit Alice assez imprudemment. Oh, par exemple, c'est trop fort, s'écria le gros coco en se mettant brusquement en colère. Tu as dû écouter aux portes, et derrière les arbres, et par les cheminées, sans quoi tu n'aurais pas pu savoir ça. Je vous jure que non, dit Alice d'une voix douce. Je l'ai lu dans un livre. Ah bon? En effet. On peut écrire des choses de ce genre dans un livre, admit le gros coco d'un ton plus calme. C'est ce qu'on appelle l'histoire de l'Angleterre. Regarde-moi bien, petite. Je suis celui à qui un roi a parlé, moi. Peut-être ne verras-tu jamais quelqu'un comme moi. Et, pour bien te montrer que je ne suis pas fier, je te permets de me serrer la main. Là-dessus, il sourit presque d'une oreille à l'autre, en se penchant tellement en avant qu'il s'en fallait de rien qu'il ne tombât de sur le mur, et tendit la main à Alice. Elle la prit tout en le regardant d'un air anxieux. S'il souriait un tout petit peu plus, les coins de sa bouche se rencontreraient par derrière, pensa-t-elle, et en ce cas, je me demande ce qui arriverait à sa tête. Je crois bien qu'elle tomberait. Oui, tous ses chevaux et tous ses soldats, continua le gros coco. Sûr et certain qu'il me relèverait en un moment. Mais cette conversation va un peu trop vite. Revenons à notre avant-dernière remarque. Je crains de ne pas m'en souvenir très bien, dit Alice poliment. En ce cas, nous pouvons recommencer, et c'est à mon tour de choisir un sujet. Il parle toujours comme s'il s'agissait d'un jeu, pensa Alice. Voici une question à laquelle tu dois répondre. Quel âge as-tu dit que tu avais? Alice calcula pendant un instant et répondit. 7 ans et 6 mois. C'est faux, s'exclama le gros coco d'un ton triomphant. Tu ne m'as jamais dit un mot au sujet de ton âge. Je croyais que vous vouliez dire quel âge as-tu? Si j'avais voulu le dire, je l'aurais dit. Alice garda le silence, car elle ne voulait pas entamer une autre discussion. 7 ans et 6 mois, répéta le gros coco d'un ton pensif. C'est un âge bien incommode. Vois-tu, si tu m'avais demandé conseil, à moi, je t'aurais dit « Arrête-toi à 7 ans. » Mais à présent, il est trop tard. Je ne demande jamais de conseil au sujet de ma croissance, déclara Alice d'un air indigné. Tu es trop fière? Demanda l'autre. Alice fut encore plus indignée en entendant ces mots. Je veux dire, expliqua-t-elle, qu'un enfant ne peut pas s'empêcher de grandir. Un enfant, peut-être, mais 2 enfants, oui. Si on t'avait aidé comme il faut, tu aurais pu t'arrêter à 7 ans. Quelle belle ceinture vous avez, dit Alice tout d'un coup. Elle jugeait qu'ils avaient suffisamment parlé de son âge, et s'ils devaient vraiment choisir un sujet chacun à leur tour, c'était son tour à elle, à présent. Du moins, continua-t-elle en se reprenant après un moment de réflexion, c'est une belle cravate, j'aurais dû dire. Non, plutôt une ceinture. Oh, je vous demande bien pardon, s'exclama-t-elle, toute consternée, car le gros coco avait l'air extrêmement vexé. Et elle commença à regretter d'avoir choisi un pareil sujet. Si je savais seulement, pensa-t-elle, ce qui est la taille et ce qui est le cou. Le gros coco était manifestement furieux. Toutefois, il garda le silence pendant 2 bonnes minutes. Lorsqu'il parla de nouveau, ce fut d'une voix basse et grondante. « C'est une chose vraiment exaspérante, dit-il, de voir que certaines personnes sont incapables de distinguer une cravate d'une ceinture. » Je sais que je me suis montrée très ignorante, répondit Alice d'un ton si humble
que le gros coco s'adoucit. « C'est une cravate, mon enfant, et une très belle cravate, comme tu l'as fait remarquer toi-même. C'est un cadeau du roi blanc et de la reine blanche. Que penses-tu de ça ?» « Vraiment ?» dit Alice, toute heureuse de voir qu'elle avait choisi un bon sujet de conversation. « Ils me l'ont donné, » continua le gros coco d'un ton pensif, en croisant les jambes et en prenant un de ses genoux à deux mains, comme cadeau de non-anniversaire. « Je vous demande pardon, » dit Alice, très intriguée. « Tu ne m'as pas offensé, » répondit le gros coco. « Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un cadeau de non-anniversaire ?»« C'est un cadeau qu'on vous donne quand ce n'est pas votre anniversaire. » Alice réfléchit un moment. « Je préfère les cadeaux d'anniversaire, » déclara-t-elle enfin. « Tu ne sais pas ce que tu dis, » s'écria le gros coco. « Combien de jours y a-t-il dans l'année ?»« 365. »« Et combien d'anniversaires as-tu ?»« Un seul. »« Et si tu ôtes 1 de 365, que reste-t-il ?»« 364, naturellement. » Le gros coco prit un air de doute. « J'aimerais mieux voir ça écrit sur du papier, » déclara-t-il. Alice ne put s'empêcher de sourire, tout en prenant son carnet et en faisant la soustraction. 365 moins 1, 364. Le gros coco prit le carnet et regarda très attentivement. « Ça me paraît très bien, » commença-t-il. « Vous tenez le carnet à l'envers » s'exclama Alice. « Ma parole, mais c'est vrai » dit gaiement le gros coco, tandis qu'elle tournait le carnet dans le bon sens. « Ça m'avait l'air un peu bizarre. Comme je le disais, ça me paraît très bien. Quoique je n'ai pas le temps de vérifier. Et ça te montre qu'il y a 364 jours où tu pourrais recevoir des cadeaux de non-anniversaire. » « Bien sûr. »« Et un seul jour pour les cadeaux d'anniversaire. Voilà de la gloire pour toi. » »« Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. » Le gros coco sourit d'un air méprisant. « Naturellement, tu ne le sauras que lorsque je l'aurai expliqué. Je voulais dire, voilà un bel argument sans réplique. » »« Mais gloire ne signifie pas un bel argument sans réplique. » »« Quand moi j'emploie un mot, » déclara le gros coco d'un ton assez dédaigneux, « il veut dire exactement ce qu'il me plaît qu'il veuille dire, ni plus ni moins. » »« La question est de savoir si vous pouvez obliger les mots à vouloir dire des choses différentes. »« La question est de savoir qui sera le maître. Un point, c'est tout. » Alice fut beaucoup trop déconcertée pour ajouter quoi que ce fût. Aussi, au bout d'un moment, le gros coco reprit. « Il y en a certains qui ont un caractère impossible. Surtout les verbes, ce sont les plus orgueilleux. Les adjectifs, on en fait tout ce qu'on veut, mais pas les verbes. Néanmoins, je m'arrange pour les dresser tous, tant qu'ils sont, moi. Impénétrabilité. Voilà ce que je dis, moi. »« Voudriez-vous m'apprendre, je vous prie, ce que cela signifie ?» demanda Alice. « Voilà qui est parlé en enfant raisonnable, » dit le gros coco d'un air très satisfait. « Par impénétrabilité, je veux dire que nous avons assez parlé sur ce sujet, et qu'il vaudrait mieux que tu m'apprennes ce que tu as l'intention de faire maintenant, car je suppose que tu ne tiens pas à rester ici jusqu'à la fin de tes jours. »« C'est vraiment beaucoup de choses que vous faites dire à un seul mot, » fit observer Alice d'un ton pensif. « Quand je fais beaucoup travailler un mot, comme cette fois-ci, » déclara le gros coco, « je le paie toujours beaucoup plus. »« Oh !» s'exclama Alice, qui était beaucoup trop stupéfaite pour ajouter autre chose. « Ah, faudrait que tu les vois venir autour de moi le samedi soir, » continua le gros coco en balançant gravement la tête de gauche à droite et de droite à gauche. « Pour qu'ils touchent leur paye, vois-tu ?» Alice n'osa pas lui demander avec quoi il les payait. C'est pourquoi je suis incapable de vous l'apprendre. « Vous avez l'air d'être très habile pour expliquer les mots, monsieur, dit-elle. Voudriez-vous être assez aimable pour m'expliquer ce que signifie le poème Jabberwocky ?»« Récite-le-moi. Je peux expliquer tous les poèmes qui ont été inventés jusqu'aujourd'hui. Et un tas d'autres qui n'ont pas encore été inventés. » Ceci paraissait très réconfortant. Aussi Alice récita la première strophe. « Il était grilleur.
Les slictieux toves giraient sur la loinde et vriblaient. Tout flivoreux allaient les borogoves. Les verchons fourgus bourniflaient. Ça suffit pour commencer, déclara le gros coco. Il y a tout plein de mots difficiles là-dedans. Grilleur, c'est 4 heures de l'après-midi, l'heure où on commence à faire griller de la viande pour le dîner. Ça me paraît parfait. Et slictieux? Eh bien, slictieux signifie souple, actif, onctueux. Vois-tu, c'est comme une valise. Il y a 300 empaquetés en un seul mot. Je comprends très bien maintenant, répondit Alice d'un ton pensif. Et qu'est-ce que les toves? Eh bien, les toves ressemblent en partie à des blaireaux, en partie à des lézards et en partie à des tire-bouchons. Ce doit être des créatures bien bizarres. Pour ça, oui. Je dois ajouter qu'ils font leur nid sous les cadrans solaires et qu'ils se nourrissent de fromage. Et que signifie girer et vribler? Girer, c'est tourner en rond comme un gyroscope. Vribler, c'est faire des trous comme une vrille. Et la loinde? Je suppose que c'est l'allée qui part du cadran solaire, dit Alice, toute surprise de sa propre ingéniosité. Naturellement. Vois-tu, on l'appelle la loinde parce que c'est une allée qui s'étend loin devant et loin derrière le cadran solaire. Quant à flivoreux, cela signifie frivole et malheureux. Encore une valise. Le borogove est un oiseau tout maigre, d'aspect minable, avec des plumes hérissées dans tous les sens. Quelque chose comme un balai en tresse de coton qui serait vivant. Et les verchons fourgus? Pourriez-vous m'expliquer cela, du moins si ce n'est pas trop demandé? Ma foi, un verchon est une espèce de cochon vert. Mais pour ce qui est de fourgu, je ne suis pas très sûre. Je crois que ça doit vouloir dire fourvoyer, égaré, perdu. Et que signifie bournifler? Eh bien, bournifler, c'est quelque chose entre beugler et siffler, avec au milieu une espèce d'éternuement. Mais tu entendras peut-être bournifler là-bas, dans le bois. Et quand tu auras entendu un seul bourniflement, je crois que tu seras très satisfaite. Qui t'a récité des vers si difficiles? Je les ai lus dans un livre, mais quelqu'un m'a récité des vers beaucoup plus faciles que cela. Je crois que c'était bonnet blanc. Pour ce qui est de réciter des vers, déclara le gros coco en tendant une de ses grandes mains, moi, je peux réciter des vers aussi bien que n'importe qui, si c'est nécessaire. Oh, mais ce n'est pas du tout nécessaire, se hâta de dire Alice dans l'espoir de l'empêcher de commencer. La poésie que je vais te réciter, continua-t-il sans faire attention à cette dernière réplique, a été écrite uniquement pour te distraire. Alice sentit que, dans ce cas, elle devait vraiment écouter. Elle s'assit donc en murmurant « Je vous remercie » d'un ton assez mélancolique. Le gros coco débuta en ces termes. « En hiver, quand les prés sont blancs, alors je te chante ce chant. » Seulement, je ne le chante pas, expliqua-t-il. « Je vois bien que vous ne le chantez pas, » répondit Alice. « Si tu es capable de voir si je chante ou si je ne chante pas, tu as des yeux beaucoup plus perçants que ceux de la plupart des gens, » dit le gros coco d'un ton sévère. Alice garda le silence. « Au printemps, quand les bois s'animent, je te dirai à quoi ils riment. » « Je vous remercie beaucoup de votre amabilité, » déclara Alice. « En été, quand les jours sont longs, tu comprends bien ma chanson. En automne, où souffle le vent, tu la copieras noir sur blanc. » « Je n'y manquerai pas, si je peux m'en souvenir jusque-là, » dit Alice. « Inutile de continuer à faire des remarques de ce genre, » fit observer le gros coco. « Elles n'ont aucun sens et elles me dérangent. » Puis il poursuivit. « J'ai envoyé un message aux poissons, en leur disant d'obéir sans façon. Les petits poissons du grand océan, ils m'ont répondu d'un ton insolent. Voici ce qu'ils m'ont dit d'un ton très sec. Non, monsieur, et si nous refusons, c'est que... Je crains de ne pas très bien comprendre, dit Alice. La suite est beaucoup plus facile, affirma le gros coco. J'ai dit, prenez le temps de réfléchir, vous feriez beaucoup mieux de m'obéir.
Mais ils m'ont répondu d'un air moqueur « Monsieur, ne vous mettez pas en fureur !» 2 fois, je les ai fait admonester, mais ils ont refusé de m'écouter. J'ai pris une bouilloire de fer blanc qui me semblait convenir à mon plan. Le cœur battant à coups désordonnés, j'ai rempli la bouilloire au robinet. Alors quelqu'un est venu et m'a dit « Tous les petits poissons sont dans leur lit ». Je lui ai répondu très nettement « Il faut les réveiller et prestement ». Cela bien fort. Je le lui ai crié. À son oreille, je l'ai claironné. La voix du gros coco monta jusqu'à devenir un cri aigu pendant qu'il récitait ces 2 vers. Et Alice pensa en frissonnant. Je n'aurais pas voulu être le messager pour rien au monde. Il prit un air saisi et mécontent et dit « Ne hurlez pas, je vous entends !» Il prit un air mécontent et saisi et dit « J'irai bien les réveiller si. » Alors j'ai pris un grand tire-bouchon pour m'en aller réveiller les poissons. Hélas, la porte était fermée à clé. J'eus beau cogner, je ne pus m'en aller. Comment pouvais-je sortir désormais ? J'essayais de tourner la poignée, mais il y eut un long silence. « Est-ce tout ?» demanda Alice timidement. « C'est tout, » répondit le gros coco. « Adieu !» Alice trouva que c'était une façon un peu brutale de se séparer, mais après une allusion si nette au fait qu'elle devait partir, elle sentit qu'il ne serait guère poli de rester. Elle lui tendit la main. « Adieu, jusqu'à notre prochaine rencontre, » dit-elle aussi gaiement qu'elle le put. « En admettant que nous nous rencontrions de nouveau, je ne te reconnaîtrai sûrement pas, » déclara le gros coco d'un ton mécontent en lui tendant un doigt acéré. « Tu ressembles tellement à tout le monde. »« Généralement, on reconnaît les gens à leur visage, » murmura Alice d'un ton pensif. « C'est justement de cela que je me plains, » répliqua le gros coco. « Ton visage est exactement le même que celui des autres. Les 2 yeux ici, » il indiqua leur place dans l'air avec son pouce. « Le nez au milieu, la bouche sous le nez. C'est toujours pareil. Si tu avais les 2 yeux du même côté du nez, par exemple, ou la bouche à la place du front, ça m'aiderait un peu. »« Ce ne serait pas joli, » objecta Alice. Mais le gros coco se contenta de fermer les yeux en disant « Attends d'avoir essayé. » Alice resta encore 1 minute pour voir s'il allait continuer à parler, mais comme il gardait les yeux fermés et ne faisait plus du tout attention à elle, elle répéta « Adieu », puis, ne recevant pas de réponse, elle s'en alla tranquillement. Mais elle ne put s'empêcher de murmurer tout en marchant. « De tous les gens décevants que j'ai jamais rencontrés !» Elle n'arriva pas à terminer sa phrase, car, à ce moment, un fracas formidable ébranla la forêt d'un bout à l'autre. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Suite au prochain épisode. À bientôt.